Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames, messieurs, avant toute chose, je voudrais remercier les organisateurs du colloque et le professeur Antoine Compagnon pour leur invitation qui me donne l'occasion, et j'en suis à la fois très honoré et très heureux, de rendre hommage à une œuvre magnifique, à une personnalité d'exception, et une personnalité d'exception que j'ai l'honneur de voir de temps en tant que membre de la Commission générale de terminologie et de néologie qu'il préside. Et nos conversations sont toujours pour moi d'un grand prix. Nous venons de voir Rome imposant la paix, sa paix au monde. Regardons-la maintenant subir elle-même, intramuros, dans ses murs, la guerre et ses ravages. Après Rome triomphante, ce sera Rome occupée, Rome martyrisée, mais je vous rassure tout de suite, Rome libérée. De quoi s'agit-il ? Permettez-moi d'abord une citation à laquelle je me référerai constamment dans la suite de mes propos. Parvae et rarae pereadem tempora literae fuere. Je continue en français. À cette époque, les écrits étaient brefs et peu nombreux. Et de ceux qu'avaient pu contenir les registres des pontifes et autres documents publics ou privés, la plupart furent détruits dans l'incendie de la ville. Incensa urbe pleralque interiere. C'est ainsi que Tite-Live, au seuil du 6e livre de son histoire romaine, souligne l'obscurité des premiers siècles de la cité qui avaient été le sujet des 5 livres précédents. L'incendie auquel l'historien antique fait allusion, c'est celui qui aurait ravagé l'Ourps de fond en comble lors de l'invasion celte, on dira ici gauloise, en 390 ou 386 avant Jésus-Christ. Ce maximum incendium, l'expression est de Cicéron, aurait été de la sorte la cause du vide documentaire déploré par Tite-Live, comme de l'irrégularité et de l'étroitesse des rues d'une ville trop rapidement reconstruite après le départ des envahisseurs, départ obtenu, qu'il ignore, par le paiement d'une lourde rançon. Vae victis. Pour bien des raisons, il n'y a aucun doute à avoir sur la réalité historique de cet événement. Oui, Rome a bien été envahie et occupée par une armée gauloise au tout début du IVe siècle avant notre ère. Dans les décennies suivantes, des auteurs grecs en parlent, Aristote lui-même s'en fait l'écho, et de toute façon doit jouer ici le principe de la lectio difficilior. Comment les Romains, si chatouilleux sur leur amour-propre national, auraient-ils pu et voulu inventer une défaite si humiliante pour eux ? Aussi n'est-ce pas cet événement en lui-même qui va retenir notre attention ici, mais plutôt ses conséquences archivistiques, telles que les décrit Tite-Live dans le passage que je viens de citer. Il se trouve en effet que ces lignes vont fournir à l'érudition européenne, du début du XVIIe au début du XIXe siècle, l'aliment d'une controverse, pour ainsi dire sans fin, et sur laquelle il vaut la peine, je crois, de revenir. D'un bout à l'autre de l'Europe savante sera posée et sans cesse reposée la question de savoir si l'incendie gaulois suffit ou non à rendre la connaissance des premiers siècles de l'histoire romaine incertaine, voire impossible. En somme, et pour le dire en termes modernes, la guerre est-elle ce qu'on appellerait aujourd'hui l'obstacle épistémologique majeur
pour l'étude de ce que l'Ancien Régime aime définir comme la plus prestigieuse des histoires profanes, celle de Rome. Après tout, les savants de cette Europe d'Ancien Régime, qui est si souvent en guerre, ont quelques raisons pour se poser cette question. Le sac de Rome, en 1527, aussi tragique conséquence, ne leur a-t-il pas offert comme la réplique actualisée de celui de 390 avant notre ère, qui lui-même semblait préfigurer en quelque sorte les dévastations opérées par Alaric en 410 de notre ère. Et c'est comme cela que saint Augustin l'interprète. Et puis, dans l'Europe moderne, il y aura eu Anvers en... J'ai oublié de vérifier la date, je crois que c'est 1573. Et plus près encore de la période qui va nous retenir, Turin en 1705, Douai en 1710. Nous autres, Européens modernes, comment pourrions-nous ne pas les comprendre, ces érudits de jadis, nous qui venons après Louvain et l'incendie de sa bibliothèque sous les obus en 1914, après la destruction durant la Seconde Guerre mondiale de tant de villes d'Europe et tout récemment encore après le bombardement de la bibliothèque de Sarajevo. Ce questionnement érudit sur ce que j'appellerais maintenant la théorie de l'incendie s'est déployé sur une trop longue période, je parlais de 2 siècles, pour que nous puissions l'analyser ici dans tous ses détails. C'est pourquoi j'ai choisi de m'arrêter à un épisode particulièrement significatif et me semble-t-il central. Sa chronologie va des années 1722 à 1725 et son lieu se situe à Paris. Cher maître, vous êtes chez vous. En hommage à l'œuvre splendide de celui que nous honorons aujourd'hui, j'espère pouvoir montrer ainsi, sur un sujet précisément délimité, l'extraordinaire qualité et je dirais actualité des travaux de ces savants de jadis, membres d'une res publica literaria véritablement européenne et véritablement éclairée. Éclairante aussi, j'en ai la conviction, pour une meilleure compréhension et un développement plus assuré des perspectives qui s'offrent à la recherche aujourd'hui. Se met de la sorte en place une espèce de triangle herméneutique. Après tout, on parle bien d'un triangle hippocratique. Avec d'un côté les sources antiques, de l'autre les interprétations anciennes du XVIe au XVIIIe siècle. J'irai jusqu'au XIXe, jusqu'au début du XIXe. Interprétations anciennes, si diverses, si subtiles et si souvent oubliées. Et de l'autre, enfin, les recherches actuelles. Ce n'est pas que cette ancienne érudition, je parle des XVIe, XVIIIe siècles, soit ignorée. Elle est au contraire de plus en plus et de mieux en mieux étudiée. Mais elle se trouve comme reléguée dans des secteurs, littérature, philosophie, histoire des idées, qui restent extérieurs au domaine propre des sciences de l'Antiquité. Nous voici donc à Paris, de l'autre côté de la Seine, au Louvre, l'an de grâce 1722. Au siège de la toute nouvelle Académie des inscriptions et belles-lettres, toute nouvelle, puisqu'elle ne porte ce nom, je crois, que depuis 5 ans, en 1722, et qu'elle connaît alors comme un nouveau départ. En 1722, la France et l'Europe sont, si je ne m'abuse, à peu près en paix. Qu'à cela ne tienne, les savants ont une manière bien à eux de faire la guerre en pleine paix. Cela s'appelle la polémique. Et la polémique surgit cette année-là, sera retentissante, provoquant une onde de choc qui ira bien au-delà du siècle. Dans la suite de ce propos, je l'appellerai la controverse de Paris. Ces protagonistes sont au nombre de 3. Il y a d'abord un mathématicien amateur, commentateur de Newton, et qui a été lié d'amitié avec Montfaucon et Malebranche, mort en 1715,
qu'il est aussi avec Voltaire. Il le recevra chez lui à 3 reprises. Par ailleurs, cette personnalité joue le rôle de mentor philosophique auprès de Lord Bolingbroke, pilier du fameux club de l'entresol. Cet ami des idées nouvelles a nom Louis-Jean Lévesque de Pouilly. Il sera appelé ici Pouilly. En face, un savant abbé, professeur de langue hébraïque au Collège royal, futur bibliothécaire du roi et qui entrera bientôt à l'Académie française. Cet éminent personnage s'appelle Claude Salier. Au milieu, je ne dirais pas en position d'arbitre, car il est ami avec Pouilly, mais sa position sera plus complexe. Au milieu, donc, un immense savant, depuis peu revenu à l'Académie après quelques mésaventures, et dont l'immense et novatrice production va faire de lui comme le Renan du XVIIIe siècle. J'ai nommé Nicolas Fréret. Parmi les 3, on voit bien que Pouilly est l'amateur, et les 2 autres, de vrais professionnels de l'érudition. Tous 3 ont plus ou moins la trentaine et appartiennent à cette génération qui est en train de renouveler la scène intellectuelle française, celle de Voltaire, celle de Montesquieu, dont les lettres persanes viennent de paraître en 1721. Résumant la polémique 50 ans plus tard, l'illustrissime historien anglais Gibbon la trouvera pleine d'aménité. Je n'ai même pas besoin de le traduire puisqu'il l'écrit en français, comme souvent. En réalité, cette polémique est féroce, comme l'a confirmé la consultation par Mouza Raskolnikov des registres manuscrits de l'Académie. On y voit d'abord que les interventions de Pouilly sont nettement plus nombreuses que celles qui ont été publiées. Non pas 2, mais 4. Peut-être me suis-je trompé. Il y en a peut-être 5. L'orateur étant souvent interrompu par les remarques indignées de son adversaire principal, voire d'autres auditeurs. Pire encore, l'atmosphère de la compagnie deviendra au bout de 2 ans tellement houleuse que Pouilly renoncera à prononcer lui-même sa dernière communication qui sera lue à l'Académie par Claude Salier lui-même, ainsi demeuré seul en lice et triomphant. Qu'a donc pu dire Pouilly dans sa dissertation sur l'incertitude de l'histoire des 4 premiers siècles de Rome pour déclencher, si j'ose dire, un tel tir de barrage? Qui ne souscrirait à sa déclaration initiale, formulée dans le français étincelant de ce grand siècle qu'est le XVIIIe siècle? Nous ne devons point, dit-il, sans doute, nous croire condamnés à une entière ignorance, mais aussi ne devons-nous pas nous flatter d'être savants quand nous ne sommes que crédules. Il en vient rapidement à citer notre passage de Tite-Live, s'élevant contre ceux qui ont cherché à minorer les effets archivistiques de l'incendie gaulois. Pourquoi, dit-il, n'en croirions-nous pas plutôt Tite-Live, qui dans cet endroit-là même nous assure le contraire? En somme, c'est dire qu'il y aurait logé au cœur même de l'opus livien un logiciel d'autodestruction programmée. Autre argument sur lequel je passe rapidement, l'absence pendant très longtemps d'historiens à Rome, les contradictions entre les auteurs antiques sur des points essentiels, la présence d'éléments relevant évidemment de la fable. Dans ce qui est sa deuxième et dernière intervention publiée, Pouilly se lancera dans une intéressante tentative de définition différentielle entre histoire et tradition, mais en s'égarant loin de Rome, jusque vers des exemples pris à l'histoire ancienne de l'Assyrie et de la Perse, qu'il ne maîtrise visiblement pas. Revenant à l'incendie gaulois, mais cette fois par le biais d'un texte de Plutarque, il en conclut que le défaut de monuments authentiques et de fidèles mémoires rend l'histoire des premiers siècles de Rome entièrement incertaine. C'est là ce que ne peut
et ne veut admettre l'abbé Salier, lui qui, tout au long de ses différentes interventions, va au contraire s'attacher à montrer l'existence, pour les historiens antiques de Rome, de ce que le XVIIIe appelle des monuments historiques. Vous avez reconnu l'expression à l'instant chez Pouilly. Des monuments historiques ou des monuments authentiques. L'expression équivalente dans la langue du temps à notre mot document, qui significativement n'est pas encore employé. Ainsi, et je cite Salier, on ne peut pas dire que les annales avaient péri dans l'incendie de Rome par les Gaulois, la preuve étant selon lui la mention qu'en fera Cicéron. Se dérobant à la discussion épistémologique amorcée par Pouilly, Salier répète, martèle l'axiome fondamental. Les Romains avaient donc des monuments publics, les Romains, encore une fois, avaient donc des monuments, etc. Je passe sur 5 citations pratiquement identiques. Il s'efforce ensuite de réduire à l'unité la diversité des sources antiques sur l'incendie gaulois afin de diminuer la portée de la tradition livienne. Plus subtilement encore, il reprend, mais en l'inversant, l'argument réflexif que nous avons vu utilisé par Pouilly. Le souvenir même de l'incendie, conservé par les historiens antiques, ne prouve-t-il pas l'existence et la fiabilité de sources bien documentées? Enfin, il réduit l'impact du passage livien. Le pleraeque, vous vous souvenez, pleraeque interiere, la plupart des écrits ont disparu. Le pleraeque est à entendre comme un synonyme de multa, ce qui veut dire que tout n'a pas disparu. Une citation. « Je conviens d'ailleurs que l'incendie de Rome avait détruit plusieurs monuments, quoique je soutienne qu'il en restait encore assez pour assurer le fond de l'histoire. » Quant à notre passage livien d'ailleurs, ne pourrait-il pas, suggère-t-il avec malice, être le reflet d'un moment de découragement, voire d'amour-propre chez son auteur? Et je ne résiste pas là non plus à le citer. On donne trop d'étendue à toutes ces expressions. Trop d'étendue, ça veut dire trop de force. Trop d'étendue à toutes ces expressions. Elles ne sont que de simples exagérations d'un écrivain qui peut-être gémissait sous le poids de son entreprise ou bien qui voulait ajouter quelque chose à sa gloire en faisant sentir les grandes difficultés d'un ouvrage qu'il continuait avec un courage supérieur à tout obstacle. Mais l'abbé Salier n'est pas seulement un polémiste vigoureux et, vous le voyez, habile. La conviction où il est de l'existence et de la survie de monuments historiques après l'incendie gaulois va le conduire à une tentative précise et intéressante d'inventaire de tout ce qui a pu échapper aux flammes et dont les historiens antiques portent témoignage. Loi des 12 tables, traités, inscriptions, registres sensoriaux, qu'ils n'appellent pas ainsi, mais peu importe, et bien sûr les fameuses annales pontificales. Tout au plus finira-t-il par une concession, mais c'est une concession qu'il fera à Nicolas Fréret, Pouilly étant reparti pour Reims et ayant entre-temps démissionné de l'Académie. Salier admet in fine que la certitude en histoire n'est jamais que probabilité. Entre-temps, en effet, Nicolas Fréret, qui avait déjà présenté quelques années auparavant une réflexion sur les prodiges, c'est-à-dire les miracles décrits dans les sources antiques, Fréret donc a mis dans une controverse devenant trop vive le poids de son autorité scientifique qui est déjà immense. Refusant le dilemme incertitude-certitude, certitude ou incertitude de l'histoire dans lequel se sont enfermés ses deux confrères, il choisit de réfléchir sur les degrés de certitude en histoire. Degré de certitude des preuves en histoire, c'est le titre de sa communication. Prenant de la hauteur et apportant à la polémique la profondeur de champ philosophique qui avait manqué jusque-là, il donne explicitement raison à l'abbé Salier quant à l'existence et à la survie présumée de monuments historiques à Rome après l'incendie gaulois. Mais en réalité, notre passage livien perd pour lui toute importance
il se contente d'y faire allusion. Car on peut voir qu'il raisonne comme si Pouilly avait eu raison de prétendre le contraire. Les monuments historiques, les documents, ne tiennent pas à ses yeux devant la tradition, notion qu'il reprend à Pouilly, mais à laquelle il va donner une définition autrement plus ample et autrement plus complexe. Arrivant ainsi à cette assertion qui, je crois, va loin. Tout est tradition dans l'histoire, même dans l'histoire contemporaine. C'est rendre le temps présent ou récent aussi fragile que le passé le plus éloigné, et ce, alors même que Fréret souligne, parlant de l'époque de Tite-Live, que ces siècles éclairés étaient semblables aux nôtres. Bref, les anciens sont des prémodernes, et les modernes sont des anciens qui s'ignorent. On peut ainsi parler de la certitude de l'histoire romaine, ou plutôt, selon Fréret, de sa crédibilité, qui n'est fondée, selon lui, ni sur le simple possibilisme, ni sur la pure probabilité, ni sur quelque esprit de système que ce soit. C'est qu'il faut admettre, ajoute-t-il, qu'il y a diverses espèces de certitudes propres à chaque science et à chaque matière. Cette échappée méthodologique vers le haut constitue la véritable conclusion de la querelle, même si l'abbé Salier présentera encore deux communications, façon d'occuper le champ de bataille pour marquer sa victoire après le départ de son adversaire. Pourquoi cette controverse a tant marqué le monde savant de l'époque, au point d'être évoqué tout au long du siècle et d'inspirer directement un livre qui, pour nous, va en éclipser l'éclat, le rayonnement, et le faire oublier? Je parle de la dissertation sur l'incertitude des 5 premiers siècles de l'histoire romaine, publiée dès 1738 à Utrecht par Louis de Beaufort. Pour comprendre ce qui s'est joué ainsi dans la controverse de Paris autour de la théorie de l'incendie gaulois, il faut regarder en amont et en aval. Vers l'amont, on ne peut échapper à la constatation, au premier abord assez surprenante, qu'aucun des arguments échangés durant ces 2 ans et demi n'est véritablement nouveau. Cela faisait en effet déjà un siècle que l'Allemand Kluwer avait signalé, c'était en 1624, dans quelques lignes de son Italie antique, Italia Antiqua, la très grande probabilité de la disparition de tout document lors de la prise de Rome en 390. Mais si la controverse de Paris a eu tant de retentissement, c'est, je crois, en fonction de sa date, de son lieu, de sa langue, de son sujet et aussi de sa publication. Je m'explique. Concernant la date d'abord. En 1722, cela fait alors 50 années et plus que la critique, l'Ars Critica, cherche à faire sortir de l'étau formé par l'ontologisme cartésien d'une part, le scepticisme radical d'autre part, pensons à Lamotte-Levaillé, ce que les contemporains appellent le pyrrhonisme historique, cherche à faire sortir donc de cet étau tout l'éventail des disciplines de l'esprit, de ces arts de la paix, l'histoire au premier chef, qui ne relèvent pas de la géométrie, de la mathématique, et à partir des années 1700, de la physique et de l'astronomie qui sont en plein essor. L'apologétique, tout comme l'érudition profane, ne cesse d'éprouver alors la force corrosive de l'équation pyrrhoniste, faisant de ce qui est incertain et douteux l'équivalent du faux. D'où, du côté de la première, l'apologétique, la tentative de renouveau méthodologique et de sauvetage de l'histoire que marquera la 4e partie de la logique de Port-Royal, et de l'autre côté, du côté des disciplines érudites, le premier essor de ce qu'on appellera plus tard les sciences auxiliaires de l'histoire, notamment l'épigraphie et la numismatique, qui débutent précisément dans cette dernière partie du XVIIe siècle. En 1722, il n'y a pas encore 30 ans que le dictionnaire historique et critique apparut, et la grande ombre de Bell
est ainsi présente dans tous les travaux d'érudition et d'histoire. Elle donne son titre à la première dissertation de Pouilly, inspirant donc indirectement le titre opposé choisi par Sallier, et ce titre se retrouvera inchangé dans le titre du livre de Beaufort. Conjoncturellement, le moment 1722, c'est aussi la parution d'un traité apologétique dû à l'abbé Claude François d'Hauteville, La religion chrétienne prouvée par les faits. Ce traité ne passe pas inaperçu, son auteur, qui est oratorien, est aussi le secrétaire du cardinal et premier ministre Dubois, et on a pu montrer que les démonstrations de Pouilly reprennent sur certains points très exactement le fil démonstratif choisi par d'Hauteville. Je pense aussi que la parution en 1723, au beau milieu de la controverse, du traité posthume de Huet sur la faiblesse de l'esprit humain n'a pas dû contribuer à apaiser les esprits. Nous savons que ce traité a provoqué un grand scandale. C'est donc dans cette conjoncture spécifique, marquée aussi par le grand prestige de la science anglaise, que débute la querelle de 1722. Le fait qu'elle soit exprimée en français et non plus en latin est également un facteur important de son succès. Les académies, pour être utiles, doivent communiquer leurs découvertes dans la langue universelle, et cette langue est le français. Ces mots ont été prononcés 12 ans plus tôt par Frédéric II lorsqu'il créait l'Académie des sciences de Berlin. Le lieu, Paris, et l'institution, une académie royale aux missions redéfinies, jouent évidemment beaucoup aussi pour l'audience de la controverse de Paris. Sa publication dans un seul volume, maniable et facilement achetable, nous le savons par Gibbon, est à mon avis aussi un élément très important. C'est le fameux 6e tome des mélanges de littérature imprimé en 1729. La controverse devient ainsi un livre d'à peu près 200 pages où la diversité des voix cède à l'unité du sujet. Et je dirais un livre soigneusement composé, puisque le secrétaire perpétuel de l'époque a pris soin de redistribuer les dissertations dans un ordre différent de celui où elles ont été prononcées. Le sujet choisi, l'histoire la plus ancienne de Rome, est donc sorti, grâce à la controverse de Paris, des cercles érudits pour devenir un thème de la culture générale. Une tradition canonique contenant des éléments relevant de la fable et pour laquelle manque tout monument historique peut désormais être interrogée quant à son degré de véracité sans les risques qui s'attachent à une telle entreprise lorsqu'il s'agit de la Bible. Malgré les déboires de Pouilly, on peut dire que la controverse marque à cet égard le début d'une certaine sécularisation du débat sur les critères de vérité. Regardons vers l'aval maintenant, et à moyen terme. La conséquence la plus visible de la controverse, je l'ai dit, c'est la publication du livre de Louis de Beaufort, qui lui emprunte son titre, et qui prend parti nettement pour Pouilly et contre Sallier. Le livre de Beaufort continue la controverse. Il va bientôt s'y substituer et l'effacer pour la postérité, grâce à ses qualités intrinsèques, qualités d'expression, d'érudition, d'ironie, grâce aussi à l'efficacité d'une thèse qui donne à notre passage livien une importance majeure. Même s'il souligne qu'à ses yeux, l'incendie n'est qu'une cause parmi d'autres de l'incertitude de la première histoire romaine, on voit bien, et cela m'a frappé en le relisant pour cette communication, on voit bien que l'argument est pour lui central. Sur un livre qui, dans sa réédition au XIXe siècle, comprend à peu près 350 pages, l'argument revient en moyenne tous les 5, voire tous les 3 pages, sans cesse répété, sous des formulations à peine variées. Je crois, conclut-il, avoir démontré d'une manière très claire l'incertitude qui règne sur le temps ayant précédé la prise de Rome par les Gaulois et la destruction de ces monuments qui en fut une suite naturelle. En somme, à cause de l'incendie, l'incertitude est une certitude. Au milieu de l'ouvrage,
au milieu de la dissertation de Beaufort. Un très long passage est consacré à la chronologie exacte de la prise de Rome. L'historicité de cet événement vaut visiblement preuve pour Beaufort, aux yeux de Beaufort, vaut gage de disparition de tout document lors de l'incendie. Pour Beaufort, la démonstration négative qu'il vient de faire ainsi n'est qu'un prélude. Il écrira ensuite une histoire de la République romaine qui est une œuvre de très grand mérite. Ainsi, pour lui, délimiter l'incertitude des premiers siècles de l'histoire de Rome, c'est fonder la certitude des siècles suivants, pourvus, eux, et bien pourvus, de monuments historiques. Il est significatif de ce point de vue que Beaufort, qui nomme Pouilly et Salier, ne dise rien de Fréret. Et on peut dire à cet égard que sa démarche est de type prékantien. De même que le philosophe abandonnera la métaphysique, l'historien se décide à quitter le territoire de l'incertitude. D'une certaine manière, son choix sera aussi celui de Gibbon, pourtant lecteur très bienveillant de la controverse de Paris. Nous savons par le journal de Lausanne que Gibbon a été tenté par l'étude des premiers temps de Rome. Il le dit de manière incontestable. Mais finalement, il décidera de se tourner vers l'étude de périodes beaucoup plus tardives, l'histoire impériale de Rome, périodes qui sont beaucoup mieux pourvues en monuments historiques. Et ce choix est un choix qui vient de Beaufort. Et de ce point de vue, il est particulièrement significatif que Gibbon ait tenu à rendre visite à l'homme de Maastricht, parce que c'est là qu'il habitait, qui était Beaufort, visite qui me semble être pour le XVIIIe siècle ce que sera pour le XIXe siècle la visite du jeune Mommsen à Borghese. Au total, l'influence de la controverse de Paris et du livre de Beaufort qui la suit 10 ans après sont donc très nettes dans l'érudition européenne. Au vu des seuls titres des nombreuses dissertations soutenues en latin dans les universités de l'Europe du Nord, provinces-unies et principautés allemandes, on peut voir qu'on passe alors, en quelques années, d'une réflexion sur la fides historica à des études portant spécifiquement sur la fides liviana, étude où notre passage joue toujours un rôle éminent. On peut dire qu'on passe dans ces années-là, et à cause ou grâce à la controverse et au livre de Beaufort, de la philosophie à la philologie. Et cela se voit rien qu'à la lecture des titres dans les catalogues de ces dissertations, dans les grands ouvrages de compilation du XIXe siècle. Tout cela nous conduit à Nibourg, dont l'histoire romaine paraissait il y a exactement 2 siècles, et qui constitue une œuvre que l'Europe entière considéra alors comme la création d'une nouvelle manière d'écrire l'histoire, considérant son auteur comme le père de l'histoire-science. On comprend mieux, je crois, le pourquoi de cette réputation qui nous étonne aujourd'hui si l'on regarde, encore une fois, ce que Nibourg dit de l'incendie gaulois. Venant après une période de plus d'un demi-siècle, je viens de le dire, de travaux consacrés le plus souvent à établir la fiabilité de Tite-Live, son ouvrage dresse de l'incendie gaulois un tableau d'apocalypse où l'on voit une ville réduite à un monceau de cendres, où tout ce qui a subsisté a été pillé et dévasté. À partir de Nibourg, l'érudition allemande prendra l'habitude d'appeler avec lui l'invasion gauloise de 390 avant notre ère, die Gallische Katastrophe, la catastrophe gauloise. Or, cette histoire romaine a été d'abord présentée sous forme de conférence à l'université de Berlin durant l'hiver 1810-1811. N'y aurait-il pas dans ce catastrophisme nibourien, que Mommsen ne remettra pas en cause, il reprendra l'expression, n'y aurait-il pas, mesdames et messieurs, quelques souvenirs de l'entrée des troupes françaises conduites par Napoléon le 27 octobre 1806 dans la capitale prussienne ?
Mais Nibourg n'est pas, ne veut pas être un nouveau Beaufort. Pour échapper à l'incertitude et au vide qui s'ensuivrait, il va recourir à la fameuse théorie des champs de banquet, bien étudiée notamment par Momigliano, et dont je me contenterai de dire ici ce que Momigliano, ce qui a été démontré après lui, dont je me contenterai de dire ici qu'elle était déjà présente dans la controverse de Paris et surtout qu'elle était depuis très longtemps, à vrai dire, une banalité dans les universités du nord de l'Europe. Perizonius ne fait que reprendre un thème qui traîne partout. Nous voici arrivés au terme de notre parcours, car aujourd'hui, vous me demanderez sans doute, que dit la recherche contemporaine sur l'incendie gaulois? C'est très simple, mesdames et messieurs, et cela tient en un seul mot: rien. Rien, parce qu'il n'y a, selon elle, selon nous, spécialistes d'histoire et de philologie romaine, il n'y a pas eu d'incendie. Il ne s'agit que d'un motif étiologique inventé par les prédécesseurs de Tite-Live pour expliquer l'urbanisme anarchique de la ville de leur temps. Quant au Capitole, on pense aujourd'hui, en accord avec une tradition antique minoritaire mais réelle, qu'il a, lui aussi, été occupé par les Gaulois. Que les oies de cette auguste colline m'excusent. Le thème d'une résidence romaine sur la colline permettait d'expliquer le fait, curieux sinon, que le temple de Jupiter était resté intact. En effet, et c'est là l'indice majeur pour l'érudition d'aujourd'hui qui lui permet, si je puis dire, d'éteindre l'incendie gaulois. L'indice majeur, c'est que la tradition fait état du versement d'une rançon et que, en bonne logique, le versement de la rançon exclut l'incendie de la ville. C'est celui qui l'a dit, non pas le premier, mais le mieux, c'est ce très grand historien qui était Julius Bellor en 1926. Il faut choisir. L'Ourps a été ou incendié ou rançonné, mais sans doute pas les deux à la fois. Le silence de l'archéologie n'a fait que confirmer depuis ce verdict, puisqu'il n'y a, semble-t-il, pas de traces d'incendie pour cette période. Ainsi, l'obstacle épistémologique, c'était la croyance qu'il y avait un obstacle et non pas sa réalité. De fait, ce qui fait question désormais, ce n'est pas l'absence de documents archaïques, mais bien leur surabondance. Et la remarque est de mon collègue Tim Cornell. L'histoire est-elle terminée? Pas tout à fait. Des fouilles récentes, encore en cours, dans le sanctuaire de Vesta, viennent de révéler que le sanctuaire a été totalement refait durant le premier tiers du IVe siècle avant notre ère, 380-370, sans qu'il y ait pour autant de traces de combustion. Par contre, un peu plus loin, sous le forum de César, sous le sol de la place, qui est resté pour cette raison intact, des fouilles sont en train d'identifier de telles traces de combustion, portant sur ce qui est alors tout un quartier urbain et de même datation. Donc des traces de combustion, semble-t-il, du début du IVe siècle avant notre ère. Sous réserve de confirmation de ces données encore provisoires que j'ai cueillies dans des rapports préliminaires, confirmation qu'il faut attendre, bien entendu, on est tenté de conclure qu'il y a bien eu incendie gaulois, mais partiel, ayant en particulier épargné le forum, ce qui expliquerait donc la conservation de nombre de documents, de monuments historiques, comme disaient nos polémistes de la controverse de Paris. Ainsi Tite-Live n'avait pas tort, sans avoir vraiment raison, ou l'inverse, choisissez. Un autre fait mérite d'être souligné. Depuis 30 ans, les fouilles font apparaître une chronologie de construction des temples dans le centre de Rome, temple des Castores, temple de Mercure, j'ai peur d'en oublier, temple d'Apollon au champ de Mars, et puis temple de Jupiter capitolin,
une chronologie qui correspond précisément, aussi précisément qu'on peut l'exiger pour des traditions si anciennes, qui correspond précisément à ce que dit la tradition analystique, expression dont je remarque, pour finir, qu'elle est un acquis de la controverse de Paris. Que conclure ? Il n'y a pas de système qui vaille. Et nous retrouvons ici l'une des grandes leçons de Fréret. Se méfier de, je cite, cet amour déréglé des systèmes qui s'est emparé des sciences depuis longtemps et qui a si souvent emporté les meilleurs esprits hors des bornes du vrai et du vraisemblable. Qui pourrait penser aujourd'hui, mesdames et messieurs, que pour l'exploration des frontières fragiles et mouvantes entre croire et savoir qu'est toute recherche digne de ce nom, la leçon de la controverse de Paris ne reste pas d'une pleine actualité. Je vous remercie.